Très bien. Alors, je commencerai par dire au point de départ que le débat d'aujourd'hui a cette importance que, bon, en réalité, depuis le 13 janvier de cette année, le 13 janvier 2022, nous sommes entrés de fait dans ce qu'on peut appeler la 60e année de la tragédie du 13 janvier 1963, puisque, comme vous le savez tous, c'est le 13 janvier 1963 que le premier président démocratiquement élu du Togo, Sylvanus Epiphaniou Elpidio Kwame Olympio, a été assassiné aux aurores. Et donc, cette date est une date funeste et importante, à la fois funeste et importante pour le peuple togolais, parce qu'en réalité, c'est de cette date-là que datent tous les malheurs que nous connaissons aujourd'hui au Togo. Songez simplement que de mémoire de démocrate, il n'y a aucun pays d'Afrique aujourd'hui dont le régime est en place, en gros, depuis 56 ans, mais où les faits ont basculé depuis 59 ans maintenant. Nous allons sur la 60e année, le 13 janvier de l'année prochaine. Et ça, c'est quelque chose qui interpelle l'ensemble des citoyens togolais à la réflexion sur le passé de leur pays, sur son présent et son devenir. Parce que la grande question qui nous interpelle est celle de chercher à savoir d'abord pourquoi les faits se sont passés ainsi, comment les choses ont-ils pu se passer de sorte que la longue nuit de terreur que vit le peuple togolais ait duré aussi longtemps, mais comment et surtout faire pour en sortir. Parce que c'est la grande question qui nous préoccupe aujourd'hui dans la situation de notre pays. Alors, répondre à ces questions, c'est commencer à surmonter les difficultés que nous avons aujourd'hui à retrouver, disons, les chemins ou les cheminements par lesquels le peuple togolais s'est enlevé le 5 octobre 1990, s'était engagé sur une voie pour tourner les pages sombres de la terreur qui lui est imposée depuis la nuit des temps, pour aller vers sa libération. Et donc, faire en sorte que dans cette année qui court depuis le 13 janvier dernier jusqu'au 13 janvier de l'année prochaine, par la réflexion que nous devons développer, nous puissions trouver les voies et moyens de remettre le métier sur l'ouvrage et pour que nous puissions faire en sorte que cette situation-là, cette page-là soit définitivement tournée. Alors, il est vrai que la question de l'impunité telle qu'elle se pose aujourd'hui au Togo trouve sa racine dans le fait colonial. Bon, je pensais articuler mon propos derrière celui de Bamba Namourema qui maîtrise assez bien et encore mieux la situation du combat contre le dominateur colonial, puisque étant issu d'une famille de responsables nationalistes, ayant été présent et en âge, il a pu, au cours de cette période-là, suivre et vivre les événements de manière directe et donc peut en témoigner en apportant des faits marquants. Mais retenons en gros qu'en réalité, pour situer les grandes tendances de ce qui s'est passé dans le combat pour l'indépendance, que, bon, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1945, quand les premiers partis politiques ont commencé à se constituer dans la situation togolaise jusqu'à la victoire de 1946, où les nationalistes ont conquis la majorité à l'Assemblée représentative du Togo, qui est la première assemblée locale qui a été octroyée par l'impérialisme français pour sauver ses positions dans les pays d'Afrique.
Eh bien, la première législature qui va de 1946 jusqu'à 1951 a vu les nationalistes évoluer en quelque sorte un peu en paix dans la mesure où, comme ils contrôlaient la majorité à l'Assemblée et, disons, avaient voix au chapitre dans la gestion du pays, ils n'ont pas été l'objet, ils n'ont pas été en but à la répression. Mais avant la fin de la législature et avec l'arrivée du gouverneur Yves-Jean Digaud, les manœuvres vont commencer à se mettre en place contre eux pour les traquer de tous les côtés, d'abord de manière sourde, mais une fois que par les élections de renouvellement de l'Assemblée représentative qui ont eu lieu en 1951, des fraudes gigantesques ont été organisées pour les évincer de la majorité à l'Assemblée représentative. Là, le mécanisme de la répression coloniale a commencé à se déchaîner contre eux et à faire en sorte que leurs réunions soient systématiquement proscrites, que leurs militants et responsables soient traqués sur toute l'étendue du territoire national et pour qu'ils soient en but à la répression colonialiste avec ces dispersions de réunions. Et je puis vous assurer que lorsque vous consultez les archives, vous verrez que tenir de simples meetings politiques ici dans la capitale ou à l'intérieur du pays relevait souvent d'entreprises titanesques, puisqu'il fallait utiliser de la ruse pour pouvoir se réunir, tenir des meetings. Des fois, les choses étaient si tendues que les femmes et les enfants étaient, disons, mis à l'écart des réunions parce que la soldatesque coloniale arrivait et dispersait sans ménagement les réunions au moyen de toute une série d'arguties juridiques qui ne tenaient pas la route, qui n'avaient aucune justification ou aucune base légale, mais dont le pouvoir colonial français usait abondamment, en la justifiant comme étant, disons, des violations de la loi, des violations de la légalité, de la même manière qu'aujourd'hui, le pouvoir qui est en place, et j'y reviendrai plus tard, utilise toutes sortes d'arguties aujourd'hui pour interdire des meetings, des réunions, des conférences de presse et autres. De ce point de vue, ils n'ont rien inventé, ils ont tout appris de leurs prédécesseurs coloniaux. Et donc, c'est ainsi que la situation s'est développée. Nombre de réunions des nationalistes ont été dispersées, je l'ai indiqué tout à l'heure, par d'abord les troupes coloniales, mais aussi par les nervis au service du régime colonial, notamment les partis que sont le Parti togolais du progrès et du CPN, dont les militants sur le terrain, lorsque le pouvoir colonial ne pouvait pas envoyer directement ses troupes, ces militants-là, des partis rivaux, étaient envoyés pour déstabiliser les réunions, les troubler, tabasser des gens, se déchaîner sur eux à coups de gourdins, de coupe-coupe et autres. Et vous avez de mémorables réunions à l'intérieur du pays, notamment à Tapamé en 1955, où Sylvanus Olympio étant présent, des nervis sont arrivés, les ont bien tabassés, jusqu'à ce que certains d'entre eux aient des dents cassées, aient la tête complètement ensanglantée, etc. Ça a été leur quotidien. Alors, sur toutes ces exactions, les nationalistes portaient systématiquement plainte devant le Conseil de tutelle de l'ONU, puisque l'ONU était la puissance, disons, qui avait placé sous la tutelle de l'État français la gestion de l'État togolais. Et donc, les nationalistes, de manière systématique, rapportaient devant le Conseil de tutelle toutes les exactions dont ils étaient victimes. Alors, des fois, le colonialisme français était condamné. D'autres fois, le Conseil de tutelle passait outre dans la mesure où, en fait, la puissance administrante qui était la France bénéficiait
disons, de la complaisance de ces, disons, de ses compagnons, hein, qui étaient la colonisation britannique et sous une certaine forme du gouvernement des États-Unis d'Amérique aussi, hein, qui était présent dans ce conseil de tutelle, hein, mais des autres pays aussi, qui étaient de la même manière des puissances coloniales, qui exerçaient la même domination et la même répression pour sauvegarder leurs intérêts dans leur chasse gardée des différents pays du continent africain. Donc, voilà comment les choses ont évolué jusqu'à ce que, par leur organisation, les nationalistes arrivent à surmonter l'ensemble de ces difficultés jusqu'à la victoire électorale du 27 avril 1958, où les choses ont basculé, où une fois que les nationalistes ont pris le pouvoir, bon, toute cette répression s'est arrêtée jusqu'à ce que pendant les 2 ans intermédiaires qui se sont écoulés de la victoire de 58, du 27 avril 58 jusqu'à la proclamation de l'indépendance le 27 avril 1960. Bon, un apaisement a été apporté dans le pays jusqu'en 1963, où l'impérialisme français, se rendant compte que véritablement ses intérêts étaient compromis, on fait en sorte de régler le problème du Togo à la manière violente dont ils l'ont réglé, à savoir l'assassinat de Sylvanus Olympio, pour la simple raison que par cette volonté de frapper une monnaie nationale, il allait mettre en danger, disons, les intérêts français qui reposaient sur le contrôle de la monnaie. Alors, je rappelle que, comme vous le savez, celui qui a été au cœur de l'organisation du complot pour son assassinat sur le sol national était le fameux commandant Métrier, qui avait déjà fait ses classes au Cameroun dans l'organisation de la répression contre les nationalistes camerounais. Et je dois dire que là-bas au Cameroun, la répression a été encore plus terrible que ce qu'elle n'a été au Togo, puisque vous avez pu voir ces images de comment les troupes coloniales françaises se saisissaient des nationalistes, découpaient leurs têtes, les mettaient au bout de pique, les promenaient dans les villages pour dissuader les populations de poursuivre leur combat pour la conquête de l'indépendance nationale dans leurs pays respectifs. Alors, voilà la situation telle qu'elle s'est développée dans notre pays. Et donc, je veux dire par là qu'à partir du 13 janvier 1963, et bon, dans la période intérimaire qui va de 63 jusqu'à 64, où ce gouvernement bicéphale, Gruniski-Meachi, a géré les affaires au compte des intérêts de l'impérialisme français, mais n'a pas su répondre à leurs aspirations dans la mesure où cette hiérarchie au sommet de l'État se déchirait quant à, disons, au contrôle effectif de l'exécutif. L'impérialisme français a fait en sorte que celui qu'ils ont utilisé pour perpétrer le coup d'État du 13 janvier 1963 soit celui-là même auquel ils ont confié la gestion des affaires politiques, quand bien même c'était quelqu'un de totalement inculte. À savoir, il y a des membres, vous savez que c'est un trophion de la coloniale qui n'a pas fait beaucoup d'études. Il n'a pas été plus loin que un niveau rudimentaire d'études primaires. Mais c'est bien à lui qu'on a confié la gestion des affaires publiques du pays. Bon, alors, on le lui a confié pour faire quelle politique? On le lui a confié pour mettre en œuvre la politique de continuité de la politique coloniale que l'impérialisme français avait développée dans la période des années 50. Et en d'autres termes, ce qui s'était passé, c'est que l'impérialisme français s'était rendu compte que le nationalisme togolais était toujours là, vivace, et que ceci constituait un facteur de division entre, disons, la classe
petite bourgeoise qui dirigeait l'État togolais à l'époque. Alors, en réalité, ce que le pouvoir français, impérialiste français avait voulu faire, c'était de discipliner la classe politique togolaise, pardon, c'était de discipliner la classe politique togolaise derrière un commandement unique. Et ce commandement unique-là, c'était celui des Yadema, en faisant table rase de toutes les divergences, de toutes les critiques, de toutes les déstabilisations qu'il pouvait y avoir à l'intérieur de la classe politique togolaise, toutes tendances confondues. Et en réalité, vous verrez que ce tournant-là a commencé à être pris assez rapidement à partir, disons, des événements du 21 novembre 1966, où, disons, un complot qui a été, c'est vrai, c'est une tentative d'insurrection qui a été préparée par les nationalistes, y compris avec des secteurs de l'armée dans lesquels il y a des mains étaient impliqués, et qui a fait si peur à l'impérialisme français que l'ordre qui a été donné, c'est de commencer à appliquer une répression des plus brutales contre, disons, les dirigeants politiques togolais, en particulier les nationalistes. Et c'est ainsi que, au lendemain des événements du 21 novembre 1966, vous avez cette répression qui s'est mise en place sur toute l'étendue du territoire national, où, depuis le nord du pays, depuis Dapaon jusqu'à Lomé, on a organisé une bastonnade des dirigeants nationalistes sur les places publiques de marché. Ça a commencé comme ça, avant même l'avènement des Adéma au pouvoir, puisque lui ne viendra que, en réalité, le 14 avril 1967. Donc, dès le lendemain du 21 novembre 1966, ordre avait été donné, et à ce moment-là, les groupes avaient été partagés. Il y a un groupe qui avait l'organisation de la répression en charge depuis Saint-Cassé d'Apaon là-bas jusqu'à Sokolé, et l'autre en avait la charge depuis Atapamé jusqu'à Lomé. Et donc, les jours de marché, l'escouade de militaires arrivait, on s'était saisi auparavant de tous les responsables nationalistes qui étaient connus, et sur les places de marché, on allait sortir les gens de prison, les étaler et les fesser devant la population. C'est comme cela que ça a commencé directement. Et donc, une fois que tout ceci a été fait, l'idée était de dissuader les dirigeants du culte de toute velléité et de ceux des éléments de l'âge juvento, qui étaient encore libres de leur mouvement, de toute velléité de contestation et de déstabilisation du régime en place qui, à leurs yeux, effectivement, était un régime illégal puisqu'il s'était mis en place au lendemain du coup d'État du 13 janvier 1963. Alors, c'est dans cette veine-là que progressivement se préparera le coup d'État du 13 janvier 1967, qui n'est qu'une conséquence des événements du 21 novembre 1966, puisque en réalité, le régime de Grunitzky était déjà tombé depuis, de fait, le 21 novembre 1966, où Grunitzky voulait démissionner, mais on lui a imposé de ne pas le faire et d'attendre, puisque s'il le faisait, ça allait mettre l'appareil d'État tellement à nu que, n'étant pas préparé à cet événement, l'impérialisme français ne savait pas s'il arriverait à contrôler la situation. Donc, on lui a demandé d'attendre, ce qui fait que ce qu'on appelait le coup d'État du 13 janvier 1967 n'était en fait qu'une passation à l'amiable du pouvoir entre des classes, entre des camps qui s'étaient préparés à cela. Eh bien, à partir du 13 janvier 1967, ayant vu que le colonel Kléber Dadjo, qui avait été mis en place, n'était pas ce homme à poigne, ne reculant devant aucun moyen, puisque
vous savez qu'il était le chef du cabinet militaire de Sylvanus Olympio. C'était quelqu'un qui avait d'ailleurs en lui, disons, des aspirations nationalistes, mais comme il était lui-même issu de l'armée coloniale française, eh bien, ce que ses maîtres français lui ont dit de faire, il a fait. Mais il hésitait toujours entre aller dans le sens de la répression telle que voulue par les colons français et ses sympathies ou ses aspirations nationalistes d'antan. Donc, n'étant pas l'homme de la situation, eh bien, l'impérialisme français a préféré confier le pouvoir à un sabre, hein, comme on le dit dans le jargon français, qui puisse mater les populations, hein, les discipliner aussi bien la classe politique que le peuple lui-même tout entier. Et c'est ainsi que le 14 avril 1967, ce deuxième coup d'État dans le coup d'État a été fait, qui a porté Yadema au pouvoir. Alors, sa préoccupation a été de tirer à lui tous les dirigeants nationalistes qui avaient dans le pays, de les contraindre de gré ou de force à l'aider à gouverner le pays, parce que Yadema avait cette intelligence, soutenue en cela par les Français, qu'il avait compris qu'il ne pouvait pas gouverner le Togo s'il n'arrivait pas à attirer le camp ou des éléments du camp nationaliste à lui. Et c'est ainsi qu'il a fait ses offres de service à toute une série de dirigeants nationalistes. Et il faut dire en vérité que la classe nationaliste à l'époque s'était divisée, celle des responsables du culte, s'était divisée en deux. Il y avait une tendance qui était prête à la collaboration, qui était surtout incarnée par quelqu'un comme Théophile Mali, et tout un autre clan qui n'était pas du tout favorable à la collaboration avec lui, étant resté fidèle aux aspirations nationalistes. C'est le camp des Laurent Gbagbo, c'est le camp des Clément Collor, etc. Alors, qu'est-ce que Eyadema a fait? Il a décidé tout simplement de commencer à éliminer certains des éléments de cette classe qui lui résistait, pour briser toute velléité de résistance de ses autres membres. Et c'est ainsi que vous verrez qu'à peine 3 ans après sa prise du pouvoir en 67, il va organiser ce pseudo-complot du 8 août 1970, par lequel, alors que des dirigeants nationalistes étaient en réunion chez l'un d'entre eux, ils se retrouvaient de temps en temps pour discuter, c'est-à-dire que tous ceux qui ne voulaient pas l'accompagner dans son œuvre se réunissaient pour échanger entre nationalistes, et il avait pris la décision de faire assassiner l'un d'entre eux, qu'on lui avait dénoncé comme étant Noé Koutoukli, qui était un des dirigeants qui le terrorisait parce que c'était un des anciens responsables de la séance, un tribun et quelqu'un qui était à l'époque d'Olympio pressenti comme étant son dauphin. Il avait entendu dire, mais alors que ce n'était qu'un mensonge, qu'il viendrait dans le pays assister à une réunion ce jour-là. Et il avait donné l'ordre à Adéhui de l'abattre. Et donc, ils ont été, et lorsque Adéhui a vu qu'il y avait une personne qui correspondait au profil de celui qu'on lui avait indiqué, il a rafalé, il a abattu complètement, et ça a été le fameux complot du 8 août 1970, qui a donné lieu au déchaînement d'une répression terrible à l'intérieur du pays, par laquelle on s'est saisi de tous les dirigeants nationalistes encore présents dans le pays qui résistaient à Yadema et qui ne voulaient pas s'associer à son régime, comme le faisaient les Théophile Mali et autres. Et c'est dans cette vague-là qu'ont été arrêtés les Marc Atsirepé, les Laurent Gbagbo, des gens qu'on tabassait encore, dans les camps militaires et autres, qu'on avait blessés à telle enseigne que leurs yeux et tout étaient tuméfiés. Et au camp militaire, on les exposait, on demandait à la population de venir les voir, etc. et tout ça. Et dans la nuit de la Saint-Sylvestre, c'est-à-dire dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, du 31 décembre 1970 au 1er janvier 1971,
les Laurent Gbagbo, Tiankou et autres, ont été tellement battus, hein, comme des femmes pilent, hein, le foufou, hein, à tour de rôle. Les militaires, se saisissant de gros bâtons, leur tapaient dessus jusqu'à ce qu'ils ne rendent l'âme. Et puis après, bon, on a été jeter les corps lorsqu'on a entendu dire que des délégations venaient de l'étranger, hein, pour s'enquérir de ce qui était arrivé à l'ensemble de ces militants. Alors, voilà comment, à partir de là, l'architecture de la terreur a commencé à se mettre en place au Togo. Il faut savoir qu'en réalité, le projet de l'impérialisme français à l'époque était de faire ce que De Gaulle avait appelé pour la France elle-même une synthèse entre la République parlementaire et la monarchie, c'est-à-dire avoir un pouvoir fort, hein, qui domine la vie politique, hein, et les relations politiques en France. Ce projet-là, ben, malheureusement pour lui, il a échoué avec la grande grève générale, hein, de mai-juin 1968. Et malheureusement, c'est dans les pays d'Afrique et au Togo en particulier que cette forme de pouvoir à laquelle rêvait De Gaulle a été mise en place, puisque c'est ici qu'on va mettre un régime de dictature, hein, bon, qui va gérer l'ensemble des affaires, hein, bon, avec la constitution du RPT, hein, en 1969. Le RPT qui rappelle le RPF, le Rassemblement du peuple de France, qui est le parti que De Gaulle, hein, avait mis en place, hein, avait voulu mettre en place à l'époque pour gérer les affaires publiques en France. Et donc, à partir de la mise en place du régime du RPT en 1969, eh bien, va commencer à s'organiser dans la situation togolaise une répression multiforme qui va s'attaquer à toute une série à tous les responsables qui exprimaient des velléités de résistance au régime. Alors, cette répression-là, elle va frapper aussi bien dans les rangs des civils que dans les rangs des militaires. Parce que Eyadema, par-dessus tout, avait voulu, disons, assurer un tel contrôle sur l'armée que plus personne ne devait, à ce moment-là, contester son pouvoir. C'est-à-dire que c'était le règne d'un pouvoir absolu que rien ne devait contrecarrer. Alors, donc, à partir de là, des officiers vont commencer à être arrêtés et emprisonnés et tués dans les camps militaires, comme le brigadier chef Pétémépi et un gendarme qui sont assassinés sous la torture au camp, hein, bon, dans les années 80. Et les années 80 vont être la période, hein, bon, de la plus noire des dictatures dans la situation, hein, bon, du Togo. Et c'est là où l'omnipotence du régime va se mettre en place et faire en sorte que, sous la dictature du parti unique, bon, le régime va tellement s'accaparer, bon, toutes les richesses du pays et prendre le contrôle de l'armée avec la mise en place d'une police politique à tel point que toute velléité, disons, de contestation est systématiquement traquée. Alors, rappelez-vous qu'à l'époque, avec la mise en place du parti unique en 1969, bon, ce qui a suivi par la suite, c'est la mise en place des syndicats uniques à partir de 1972 avec la dissolution des syndicats indépendants qui existaient à l'époque, la mise en place de la Confédération nationale des travailleurs du Togo, la CNTT, qui n'était qu'une courroie de transmission du parti unique. Et toutes ces organisations-là, tout comme l'Union des chefs traditionnels du Togo, l'UNCTT, tout comme l'association des femmes qui existait à l'époque coloniale, mais que Eyadema a récupéré, hein, bon, à son propre profit en mettant en place l'UNFT, étaient devenues des organisations structurant, disons, la dénonciation, hein, des citoyens à l'intérieur du pays. Alors, les gens se faisaient arrêter, hein, bon, dès qu'on critiquait un peu le régime,
Et le régime avait tous les passe-droits sur tous les citoyens. Bon, j'en passe des vertes et des pas mûrs. Et lorsqu'on vous arrêtait, mais vous étiez détenu au camp militaire, torturé, avec toutes sortes de techniques, hein, bon, de torture, le football militaire, le téléphone militaire, le football militaire où on vous faisait arriver, hein, en pleine nuit, hein, puisque généralement ces arrestations politiques-là, hein, avaient lieu et les gens étaient incarcérés dans les camps militaires, au camp du RIT à Lomé essentiellement. On venait vous sortir de votre cellule en pleine nuit vers minuit, on vous emmenait sur le grand terrain, hein, du camp militaire et on vous demandait de jouer au football militaire qui n'était rien d'autre qu'une boule de béton. Et lorsque vous vous lanciez pour donner un coup de pied, mais c'était en réalité à une boule de béton à laquelle vous donniez, hein, votre coup de pied. Et donc, tout ceci, hein, bon, vous faisait extrêmement mal avec tous les coups qui vous tombaient dessus par la suite. Et ce qui va se passer ensuite va être que tous les dirigeants de la période ancienne qui avaient des prétentions ou qui pouvaient inquiéter le pouvoir des Yadema d'une façon ou d'une autre avaient été arrêtés. Des gens comme les Antoine Meati, qui avaient été arrêtés en 1984. Hein, bon, des gens comme des gens de la région des Yadema lui-même, hein, qui avaient été arrêtés, torturés. La grande vague de répression qui avait commencé à frapper à partir de 1985, où des militaires comme le colonel Kofi Kongo vont être arrêtés, tout simplement parce que lors de manœuvres militaires franco-togolaises qui avaient eu lieu au Togo, un officier avait eu le malheur de dire qu'il n'avait jamais vu un officier aussi brillant, hein, bon, de toutes les manœuvres militaires qu'il a eu à faire en Afrique. Et c'est vrai que Kofi Kongo avait été un brillant officier diplômé de Saint-Cyr. Et donc, c'est tout simplement cela qui lui a valu, parce qu'il y a des gens qui avaient peur qu'on pourrait, disons, le mettre à sa place à partir du moment où on faisait des éloges de lui, de la même manière, hein, qu'il a fait assassiner le capitaine Paul Comelan à l'époque, tout simplement parce qu'il était le petit ami, il était devenu le petit ami de l'ambassadrice, hein, des États-Unis d'Amérique, hein, qui avait à l'époque, hein, au Togo. Et donc, Yadema, lui, dans sa logique primaire, pensait que les Américains pouvaient passer par lui, hein, bon, pour l'installer au pouvoir à sa place. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait arrêter et l'a fait tout simplement assassiner. Bon, alors ça, c'est ce qui se passait au niveau des camps militaires, mais également au niveau des civils, tous les embryons d'organisations qui existaient, aussi bien les structures clandestines que les organisations étudiantes qui avaient été le dernier carré de l'organisation de la résistance en France et qui entretenaient avec un certain nombre de militants qui avaient pris sur eux le courage de rentrer au pays pour tenter d'organiser la résistance à l'intérieur du pays. Des gens comme les adoptés Aka Omer, qui étaient rentrés et animés des structures clandestines à l'intérieur du pays, mais comment dire, euh, des circonstances malheureuses, hein, ont fait que l'appareil policier du régime ait eu vent de l'organisation clandestine qui avait été mise en place et qui fonctionnait à l'intérieur du pays sans qu'on ne le sache, sans qu'il ne le sache. Bah, tout ce qui s'est passé, c'est que on s'est saisi d'adopter Aka Omer, on l'a torturé, mais tellement sauvagement que Maître Okansé, qu'il avait vu à l'époque, avait dit que il était devenu visiblement une loque humaine, hein, bon, en détention. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il a tout simplement et purement été achevé en 1985. Alors, d'autres disparitions surviendront de la même manière par la suite, hein, bon, et dans les différentes arrestations de militants qui poursuivront, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'un réseau était découvert, on traquait jusqu'à tous ceux qui pouvaient avoir eu contact d'une façon ou d'une autre, hein, de près ou de loin, avec l'ensemble de ces militants.
et on les faisait disparaître de la même manière. Alors, tous les officiers, y compris du Nord, qui pouvaient constituer, alors, ou qui n'étaient pas d'accord avec la manière dont Eyadema organisait la répression, étaient littéralement éliminés. C'est ainsi que le colonel Christophe Tchama a été liquidé par un accident déguisé dans la nuit du 12 au 13 janvier 1986, tout simplement parce qu'il n'était pas d'accord avec cette façon de voir. Et pourtant, c'était un officier du nord du pays. C'était tout simplement cela qui s'est passé. Alors, avec cette politique de terreur qui se mettait en place à l'intérieur du pays, bon, bien évidemment, toute une série de personnalités togolaises ont pris sur elles peut-être d'organiser, de se confronter à ce régime-là de l'extérieur. Et c'est ainsi qu'on a entendu parler de ces fameux événements survenus dans la nuit du 23 au 24 septembre 1986 au Togo, où le régime, qui était en train de préparer en cette année 1986 là, la venue de Mitterrand au Togo, bien avait eu vent de la survenue de ce coup de force-là, et ce sont les officiers français qui avaient été envoyés au Togo pour préparer les conditions de la visite de Mitterrand au Togo, qui ont été les premiers à, disons, se confronter à ce groupe d'assaillants qu'on avait annoncé et qui était arrivé pour se confronter militairement au régime. Alors, bien évidemment, l'affaire n'a pas marché, elle a tourné court, mais ce à quoi ça a donné lieu, c'est à l'organisation, disons, d'une répression, mais terrible à l'intérieur du pays, où près de 300 à 400 citoyens ont été massacrés. Des gens ont été arrêtés tout simplement sur des dénonciations fantaisistes. À l'époque même, la délation était organisée de manière si systématique à l'intérieur du pays que, eh bien, toute personne qui était soupçonnée d'une façon ou d'une autre était prise, torturée dans les camps militaires et purement et simplement assassinée sans que les familles n'aient le droit de dire quoi que ce soit. Et dans certains cas, lorsque vous perdiez un des membres de votre famille de cette façon, on mettait son corps dans un cercueil qu'on ramenait à la famille avec l'interdiction d'ouvrir le cercueil pour voir l'état du cadavre. Et les militaires vont assister la famille jusqu'à ce que le corps ne soit enseveli, ne soit enterré, et ils vont rester sur place jusqu'à ce qu'on coule une dalle de béton sur la tombe et ne partiront qu'à partir de là. C'est ce qui s'est organisé pour surtout les officiers qui avaient été assassinés de cette façon. Et dans le même temps où des camps de concentration de tous ceux qui organisaient ou tous ceux qui étaient soupçonnés d'une façon ou d'une autre de critiquer ou de résister au régime étaient montés, comme le cas d'Agombio, Kasabois, où différentes personnes qui critiquaient le régime, certains d'entre eux pour des faits totalement anodins. C'est ainsi que moi, je connais quelqu'un qui travaillait dans un des hôtels de la capitale qui, au moment du fameux attentat terroriste de 86, avait été pris alors qu'il n'avait rien fait. On l'avait tout simplement soupçonné. Il avait été envoyé là-bas, torturé affreusement et tout, et ils n'ont eu vie sauve que parce que tout simplement, les événements de septembre de 90 après, le 5 octobre, est intervenu pour les sauver de là. Alors, tout ceci s'est poursuivi jusque-là. Et il ne faut pas exclure également que dans le propre camp de la famille et Adema lui-même, eh bien, les exécutions ont eu lieu.
c'est notamment le cas de l'un de ses propres fils, Serge Achali Mondom Nyasingbe, qui a eu le toupet de demander, alors, ce garçon que son père avait placé à l'école française à l'époque, s'était fait critiquer par ses amis, qui se moquaient de lui parce que, tout simplement, ils avaient entendu dire que son père avait tué son oncle, qui est le père de sa mère, c'est-à-dire Badanyaki, Nyasingbe, l'épouse d'Eyadema. Et donc, ayant été raillé de cette façon, le gamin, venant à la maison, a demandé à sa mère qu'est-ce qui s'est passé avec l'assassinat de mon oncle, Gaston Niéhou, qui est un officier que Eyadema a fait abattre dans une rue, dans la rue de l'Okama Lomé, tout simplement parce que lui également, il le critiquait. Tout simplement, il a envoyé un commando lui tirer dessus dans sa voiture en pleine rue. Bon, fort heureusement, il en a échappé. Et quand il en a échappé, blessé, il est parti se faire soigner à l'hôpital de Tokoin. Et Yadema ayant appris qu'il a rééchappé à l'attentat qu'il avait organisé contre lui, a envoyé un commando qui s'est déguisé en médecin, en mettant des blouses, et ils sont rentrés dans la chambre où le monsieur était soigné, et ils l'ont abattu sur son lit d'hôpital en l'achevant à coups de revolver. Donc, voilà pour le fait. Et donc, le fils d'Eyadema demande à sa mère, mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'histoire de mon oncle, que mes amis se sont moqués de moi en me disant que mon père l'a assassiné, etc. Dis-moi, maman, comment ça s'est passé? Et la mère de lui répondre, va demander à ton père ce qui s'est réellement passé. Le gosse a été voir le père, lui a demandé, papa, qu'est-ce qui s'est passé avec mon oncle là? Et au final, qu'est-ce que Yadema a fait? Il lui a dit, bon, va m'attendre à Pia, je vais venir te répondre. Et donc, il a fait partir le gamin en avion à Pia. Ernest Nyasingbe également était parti là-bas et lui-même a suivi. Et en arrivant à Kara, il a tout simplement ordonné à Ernest d'abattre son propre frère. Et c'est ainsi que le gamin a été exécuté par son frère sur l'ordre de leur père commun. Alors, après, Eyadema a fait de grandes funérailles à cet enfant en expliquant que le pauvre gamin s'était, suicidé avec un revolver. C'est l'explication qui a été donnée parce que je crois que le scandale était tel qu'il ne pouvait pas cacher la mort violente qui était survenue et ils étaient obligés d'expliquer qu'en réalité, c'était un suicide qui était survenu alors que c'était un assassinat pur et simple de son fils qui était arrivé. Par la suite, Eyadema a assassiné un autre des enfants qu'il a fait avec une femme d'un ancien député de la Juventus, Fabien Abalo Nyasingbe, qui était également son fils, qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau, mais lui également en désaccord avec la politique menée par son père, a quitté le Togo à un moment donné, était parti en Guinée. Lorsqu'il était revenu, il a été suivi, envoyé, invité par un soldat à prendre un pot avec lui à la cafétéria au bar de l'aéroport. Et là, le gamin a été empoisonné. Et lorsqu'il est arrivé à la maison, il se sentait mal. Et la seule circonstance dont il s'est rappelé, c'est qu'il avait pris un pot avec ce soldat au bar de l'aéroport et que certainement, à ce moment-là, il avait été empoisonné. Et donc, il a commencé à prendre de l'huile rouge qui est connue comme étant un antidote contre les poisons. Mais malheureusement, il est mort et lui, il a été enterré dans une discrétion absolue. Mais on a appris par la suite ce qui s'était passé et on sait comment cette histoire-là est arrivée. Donc, que en réalité, Eyadema ne recule devant aucun moyen, y compris par rapport aux siens propres, c'est dire la férocité de la personne pour s'imposer aussi bien dans sa famille qu'au niveau du pays. Alors, c'est sur l'ensemble de ces entrefaites que progressivement,
l'omnipotence de son régime et toute la terreur qui a été organisée pendant ces 25 ans de pouvoir, hein, depuis 1967, hein, ces 23 ans de pouvoir, depuis 1967 jusqu'en 1990, a fini par provoquer cette exaspération de la population qui a emmené à l'éclatement du soulèvement populaire du 5 octobre 1990, hein, qui véritablement est intervenu comme un coup de tonnerre dans un ciel serein qui a surpris tout le monde avec cette révolte au palais de justice de Lomé, où en réalité la politique de violence que le régime utilisait contre la population, le peuple aussi a utilisé sa violence contre les institutions du régime, hein, pour faire valoir ses droits. Et de ce point de vue, il est important ici de faire cette précision que dans ce débat sur la politique de terreur que le Togo vit depuis bientôt 60 ans, il n'est pas question ici d'une question de morale. Non, nous ne reprochons pas aux régimes qui sont en place par morale, hein, d'avoir exercé une violence contre le peuple togolais. Ce n'est pas une question de morale, mais c'est simplement parce que la violence qu'ils ont utilisée contre le peuple jusqu'à maintenant est une violence de type colonial pour faire prévaloir les intérêts de l'impérialisme français et les intérêts d'une minorité qui pille le pays au détriment des biens de la population. Et c'est cela que nous reprochons en particulier. Alors, de ce point de vue, si le peuple lui-même fait recours à la violence, hein, pour s'opposer à un régime, hein, qui est violent par nature, c'est qu'il n'a pas le droit. Et en réalité, cette violence insurrectionnelle-là, le peuple a tout à fait le droit de l'exercer pour faire prévaloir ses droits, en particulier pour faire prévaloir la démocratie. Et donc, c'est ce qui s'est passé le 5 octobre 1990, lorsque le peuple togolais a usé de la violence à partir du palais de justice, puisque les jeunes qui s'étaient organisés pour avoir recours à cette violence-là, pour opposer à la violence répressive de l'État, hein, et de sa dictature, la violence du peuple, mais a saccagé les commissariats, a saccagé les véhicules administratifs qu'il a brûlés dans les rues de Lomé, hein, s'est opposé aux forces de l'ordre et a été terriblement réprimé pour cela, puisque ce jour-là, il y a eu près d'une dizaine de morts, hein, ici à Lomé lors de ces événements qui sont intervenus comme un facteur de réveil de l'ensemble de la population, puisque cette terreur qui avait été exercée sur le peuple togolais depuis 23 ans avait été comme une sorte de chape de plomb qui avait tétanisé à tel point la population qu'elle n'osait rien entreprendre, hein, ou qu'elle osait difficilement entreprendre quelque chose individuellement et collectivement. Et donc, ce acte de violence a libéré le peuple togolais de sa peur et à partir de là, parti de la capitale, ce mouvement a brasé l'ensemble du pays avec les différentes grèves qui ont commencé à se développer, avec les chauffeurs de transport en commun, hein, de véhicules de transport en commun, qui ont aidé ce mouvement de grève à se généraliser sur toute étendue du territoire national. Alors, au fur et à mesure que ces mouvements se développaient à l'intérieur du pays, ils étaient réprimés de la même manière, souvent de la manière la plus brutale qui soit, puisque, je l'ai indiqué tout à l'heure, ce régime qui n'entendait que le langage de la force, mais a utilisé ce langage de la force, hein, pour se confronter au mouvement insurrectionnel, hein, auquel il était confronté. Et la manière simplement de le faire, c'est de déployer non pas des forces de sécurité que sont la police et la gendarmerie, mais des forces de défense, à savoir l'armée dans les rues, et les militaires, eux, tout ce qu'ils savent, c'est tout simplement de tuer. C'est un peu ce qu'on a vu également dans la dernière période lorsqu'il y a eu la pandémie du Covid-19 et où lorsqu'on a dit que l'armée, hein, fasse du travail de maintien de l'ordre dans l'observation du couvre-feu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont massacré des citoyens dans les rues lorsqu'ils rentraient chez eux ou des fois lorsqu'ils sortaient, hein, comme à Dakbamé, hein, pour aller aux toilettes et tout. Ce qui a fait qu'on a jugé que c'était trop et qu'il fallait retirer l'armée
hein, du dispositif de la FOSAP, hein, bon, pour arrêter ce carnage qui avait lieu. Et donc, dans les années 90, c'est ce que nous avons expérimenté, à savoir que les forces de l'armée avaient été déployées pour tuer des citoyens, hein, bon, pour les dissuader de toute velléité, hein, de contestation, hein, du régime des Yadema pour le faire partir. Alors, là où ça a été véritablement mémorable, ce sont les événements du 11 avril 1991, hein, dont vous vous rappelez très bien, qui sont ces fameux massacres de la lagune de Baie, où 28 cadavres ont été repêchés de la lagune, tout simplement parce que la veille, le 10 avril, eh bien, Eyadema avait décrété un couvre-feu devant la montée des mouvements, hein, de protestation à travers des manifestations. Un couvre-feu qui devait entrer en vigueur, hein, bon, à 19 heures, mais en réalité, il n'avait pas été annoncé que depuis ce couvre-feu n'avait été annoncé qu'à 16 heures, alors que les gens vaquaient à leurs occupations. Et les gens n'étant pas informés, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont été pris, hein, dans les événements lorsqu'ils rentraient à leur domicile. De pauvres femmes qui revenaient du marché et qui rentraient chez eux bah, ont été pris notamment à Baie, au niveau de la lagune, où deux cohortes de militaires, l'un qui descendait de l'aéroport et l'autre venant de la maison du chef à Classou, ont pris en sandwich, hein, les populations, hein, qui rentraient à la maison au niveau de la lagune. Les gens ont été proprement tabassés, tués, jetés, hein, dans la lagune. Et le lendemain matin, ça a été l'horreur absolue, à savoir la découverte, hein, des 28 corps, hein, dont celui d'une femme une femme enceinte portant un bébé au dos, hein, qui a été repoussé. Et ça a suscité une telle indignation que l'ensemble de la population est partie en manifestation en exigeant le départ des Adema. Et à partir de là, bon, l'ensemble du processus s'est approfondi. Un peu avant, hein, ces massacres du 10 au 11 avril 1991, il y avait eu les événements du mois de mars où, lorsque la répression des manifestations étudiantes ont emmené les femmes de marché ou les femmes à sortir, à descendre dans la rue en manifestation pour protester contre l'assassinat de leurs enfants, les étudiants, ils ont été tabassés, elles ont été sauvagement tabassées dans les rues de Lomé, en particulier dans les abords de la lagune, hein, ici autour de la place Boca, hein, que vous connaissez bien, à telle enseigne qu'on a enregistré 13 morts, hein, à ce moment-là, dont celui de Lukman Faboualé, un jeune, hein, enfant de 13 ans, qu'une jeep militaire a écrasé, hein, bon, dans la rue. Il a marché sur son corps, est revenu en arrière, a marché dessus encore. Et la caractéristique de tous ces crimes, de tous ces actes criminels, est que tous ceux qui les ont commis depuis l'époque, bon, n'ont jamais été sanctionnés. C'est la caractéristique principale, hein, de cette répression aveugle et meurtrière, et qui fonde la question de l'impunité qui règne au Togo depuis 1963 et dont j'ai parlé tout à l'heure. Et de cette façon de réprimer les citoyens, eh bien, vous avez toutes des exactions qui se sont passées dans la capitale de Mai, où on a déchaîné les gens pour rentrer dans les maisons, passer les gens à tabac, hein, à baie, avec ces crimes de masse qui ont été organisés en différents endroits, ces jeunes qui ont été assassinés, hein, bon, en avril 1991, lorsqu'ils allaient tenter de déboulonner, hein, la statue des Adema, bon, des manifestants qui ont été assassinés à l'intérieur du pays. Bref, bon, toute cette logique de terreur et d'assassinat par laquelle Eyadema n'a pas voulu céder du tout, hein, bon, face au mouvement, jusqu'à ce que, eh bien, à partir de ce mois de mai 1991, les forces organisées qui avaient commencé à apparaître dans le pays se soient structurées et décidé de passer à la vitesse supérieure en décrétant cette grève générale illimitée que nous avons connue en 1991, qui a été l'objet d'une répression sanglante,
hein, bon, également, mais qui a tenu à paralyser le pays à tel point que Eyadema, sentant son pouvoir menacé, bon, a fini quand même par céder parce qu'il était prêt à partir, mais bon, finalement, il a fini par trouver un arrangement avec le Code FOB qui s'était constitué à l'époque, et ça a été la conférence nationale, hein, et son organisation par laquelle il a reculé en fait, hein, bon, pour mieux se préparer à se confronter à ce mouvement-là. C'est-à-dire qu'il a eu l'intelligence, et ça, il faut le lui reconnaître. Il y a des mains, quoi qu'on dise, c'est une bête politique qui sait comprendre dans les situations où sa cause est perdue, qu'il faille faire des concessions pour préserver l'essentiel. Mais lorsque vous analysez son parcours, vous verrez qu'à chaque fois, il l'a fait en reculant pour venir frapper par surprise par la suite. Et c'est ce qui s'est passé avec cette conférence nationale où il a cédé sur toute une série de choses, avec la mise en place des institutions de la transition sur laquelle il a fait des concessions au début, mais en commençant à organiser la déstabilisation des institutions de la transition dès leur mise en place, hein, à partir du mois de septembre-octobre 1981. Et ça a été des colonnes de militaires qui déferlaient dans les rues de Lomé, qu'on disait des soldats indisciplinés qui venaient tirer dans les rues et tout, jusqu'à tuer hein, et massacrer la population hein, gratuitement comme ça, hein, sans qu'on ne puisse dire quoi que ce soit, alors que c'était lui-même hein, qui organisait cela en sous-main, dans le même temps où il faisait lire à la radio et à la télévision hein, des communiqués de ces groupes de jeunes voyous qui venaient lire ces motions de soutien à Yadema comme il le faisait, il a toujours fait depuis l'époque. La fin, ça a été ce qu'on a vu au mois de décembre, à partir du 28 novembre 1991 jusqu'au 3 décembre, où une fin brutale a été mise aux institutions de la transition avec l'assaut sur la primature, qui a fait des dizaines de morts dans les rues de Lomé et près de 400 personnes tuées dans l'assaut sur la primature, hein, bon, dans les événements du 3 décembre 1991, parmi lesquels de nombreux militaires hein, envoyés pour prendre hein, et capturer Kofigo et qui ont été confrontés à la garde de Kofigo qui s'est défendue et qui aussi a assassiné beaucoup d'entre eux. Et ça a été cette terrible tragédie hein, que nous avons vu survenir à l'époque qui a créé un état de choc, un état de psychose dans la population. Mais en réalité, cet événement a entraîné une reprise hein, bon, du pouvoir ou des éléments du pouvoir dont Yadema avait été dépouillé par la conférence nationale. À partir de là, la réinstallation, disons, de ces hommes aux affaires, puisque, bon, après, avec la mise en place des institutions de la transition, disons, le RPT avait été exclu hein, des institutions qui s'étaient mises en place, puisqu'il n'y avait pas un seul ministre hein, dans le gouvernement, dans le premier gouvernement de transition de Kofigo. On les a réintégrés à la faveur de la négociation du nouveau contrat social qui a eu lieu en décembre 1991. Et bon, à partir de là, ben, nous avons assisté véritablement à une organisation d'une terreur à un niveau inégalé dans la situation togolaise. À savoir que lorsque, je dirais, la bête hein, a repris du poil de la bête, ben, elle a entendu faire payer au peuple togolais le prix fort hein, de cette volonté qu'il a eue hein, de s'attaquer à son régime, de chercher à le déstabiliser. Et de ce point de vue, bon, on ne peut que considérer qu'en réalité, la conférence nationale, en le dépouillant de l'essentiel de ses pouvoirs, mais en ne le démettant pas du pouvoir, a créé, comment dire, un précédent tel que, en réalité, elle a blessé une bête qui, de manière furieuse, s'est déchaînée contre la population, hein, qu'elle a entendu, disons, massacrer par-dessus tout, hein, bon, pour lui faire renoncer à toutes ses velléités
de contestation. Et donc, c'est à partir de là que nous avons assisté à tout ce qu'on a vu, hein, les crimes de masse qu'on a vu se développer par la suite. Bon, là, je parle de tout ce qui s'est passé en 1900, fin 91, début 92, hein, les attentats de Soudoux, hein, dans lesquels Markati Dépé a été tué, et par lesquels le régime des Hadima a administré une leçon très simple. C'est-à-dire que tout ce qui concerne le nord du Togo, il n'est pas question pour les forces de l'opposition, hein, de s'y aventurer, parce que ces régions-là étaient considérées par Eyadema comme son fief, hein, que les forces des partis de l'opposition ne devaient pas investir. Bon, à la suite de l'attentat de Soudoux, il y a eu ce qui est survenu en juillet 1992 avec l'assassinat de Tavio, hein, qui a montré également cette détermination des Yadema à ne reculer devant aucun élément qui pourrait s'attaquer à son maintien au pouvoir, puisque l'objet pour lequel Tavio a été essentiellement assassiné, c'est le fait qu'il fasse partie au sein du Haut Conseil de la République à l'époque, hein, qu'il soit à la tête, hein, de la résistance contre le maintien des Yadema dans le jeu des institutions, puisque à la conférence nationale, il avait été décidé que les institutions qui se mettaient, de transition qui se mettaient en place, ceux qui y participaient ne pourraient plus briguer à la magistrature suprême, hein, lorsque les institutions définitives allaient être mises en place une fois la nouvelle constitution adoptée. Et donc, comme Tavio était le fer de lance de cela, ben, il a organisé la terreur par son assassinat pour que l'ensemble de la classe politique, hein, bon, se plie devant lui. Et c'est ainsi que nous avons vu cet événement douloureux survenir fin au mois de juillet 1992. La population a été sévèrement ébranlée, mais n'a pas été défaite, a continué à organiser la résistance jusqu'en 1993, où la crise togolaise s'étant nouée fortement, a suscité, disons, l'intervention de la dite communauté internationale avec l'arrivée, hein, du ministre français de la coopération, Marcel Debarge, et le ministre de la coopération allemande, Helmut Schäfer, au Togo, occasion dont Eyadema s'est servi pour narguer la communauté internationale et pour montrer que, aux yeux du monde, que quoi qu'il se passe, lui, il utiliserait la violence pour faire prévaloir ses droits. Et c'est là où il a organisé, hein, ces massacres au Jardin Fréau, hein, où plus de 100 citoyens togolais innocents ont été innocemment, hein, massacrés à cette occasion-là. Bon, et mouvement qui a créé un tel état de choc de la population que plus de 600 000, hein, habitants de la ville de Lomé, hein, bon, ont pris le chemin de l'exil, hein, qui en direction du Ghana, qui en direction du Bénin, et d'autres à l'intérieur du pays, hein, pour échapper à cette répression barbare qu'ils exerçaient à l'intérieur du pays. Et ce n'était pas fini puisque les choses vont continuer. Bon, il va y avoir une normalisation, hein, bon, avec toutes ces négociations qui vont finalement avoir lieu jusqu'aux échéances électorales qui vont s'organiser, hein, bon, pour d'abord l'adoption de la constitution, hein, bon, qui était survenue en 1992 déjà, mais fin 92, mais la première élection présidentielle, hein, qui aura lieu en 1993 et contre laquelle Yadema manipulera, hein, disons, les rapports politiques avec l'opposition de telle manière qu'il soit le seul candidat à cette élection. Ce qui s'est passé, une élection dont le peuple n'a pas voulu, s'est mobilisé fortement pour l'empêcher, entraînant une répression barbare à l'intérieur du pays qui s'est soldée par des dizaines de personnes qui ont été tuées, hein, partout où, disons, la résistance, le boycott, hein, de cette élection présidentielle a été organisé, mais finalement, au bout du compte, il a été proclamé élu. La même répression a continué jusqu'aux élections législatives survenues en février 1994, hein, par la suite. Et à partir de là, le cycle de la violence va continuer
et insidieusement se poursuivre, hein, bon, tout le temps avec ces robes sauvages qu'on va déchaîner dans les rues, hein, bon, à la tête, avec ces commandos de la mort dirigés par le tristement célèbre, hein, bon, colonel Joa, hein, qui envoyait ses troupes massacrer les populations, hein, bon, dans les rues de Lomé, un peu partout. Bon, à tel point que cette situation infecte, hein, bon, va dominer le pays jusqu'à bon, l'élection présidentielle de 1998. Et à partir de là, nous allons assister à un cycle qui revient inlassablement depuis cette période-là, hein, à savoir que vous allez avoir un processus électoral qui va être noyé dans un bain de sang, à la suite de quoi il va y avoir une contestation des résultats qui vont s'imposer. Au bout de la contestation, on va finir par avoir un cycle de négociation. Et après le cycle de négociation, il va y avoir de nouveaux accords qui vont permettre d'organiser à nouveau de nouvelles élections. Et le cycle, inlassablement, va continuer. Que ce soit des élections législatives ou des élections présidentielles, les choses vont s'alterner de cette façon à la faveur de tous ces dialogues que nous avons connus et qui sont développés depuis l'époque. Et je rappellerai tout simplement qu'en 1998, lorsque la première élection pluraliste, hein, la première élection présidentielle pluraliste a eu lieu avec la participation de Gilles Christ Olympio, et Yadema a pris ces dispositions pour que, bon, véritablement, l'ensemble de ce processus soit placé sous une telle politique de terreur propre à dissuader la population de participer au scrutin. Mais il n'y a pas réussi, puisque malgré les coups qui ont été portés au peuple, rappelez-vous qu'à l'époque, Amnesty International, sur la base de l'observation du processus électoral, sortira l'année suivante, en 1999, un rapport qui a fait état de plusieurs centaines, hein, de citoyens, aussi bien civils que militaires, qui ont été arrêtés, qui ont été emprisonnés, qui ont été torturés, qui ont été tués, et dont certains ont vu leur corps jetés en haute mer par des avions de l'armée togolaise, et dont les corps ont été rejetés sur les plages du Togo et du Bénin. Bon, malgré toute cette répression qui a été organisée, eh bien, Eyadema a été battu dans les urnes, hein, bon, à ces élections auxquelles Gilles Olympio a participé, au point où il a été obligé de faire un coup d'État électoral en dissolvant la commission électorale nationale qui existait à l'époque, dirigée par Awanana, et en faisant proclamer les résultats par Seyi Memen, qui était le ministre de l'Intérieur de l'époque. Je vous assure qu'à l'époque, nous avons vu des journalistes qui ont assisté au dépouillement dans les bureaux de vote et pour qui il était clair que Eyadema avait été battu partout où ils ont pu faire l'observation électorale. Mais ce que nous avons entendu dire par la suite, c'est que Eyadema, apprenant qu'il avait été battu dans ce processus électoral, a tout simplement dit à Seyi Memen, bon, je ne veux pas le savoir, débrouillez-vous pour me proclamer élu parce que moi, cette élection-là, je ne veux pas la perdre. Et c'est pour ça que la commission électorale nationale a été dissoute, Awanana a été menacée, et elle a dû quitter le pays, partir en exil, et cette proclamation, hein, s'est faite de cette façon, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure. Les mêmes processus ont entouré tous les processus électoraux qu'il y a eu par la suite, hein, en 2003. Hein, c'est la même chose que nous avons vu, même répression, puisque cette fois-là, c'est Bob Akitani, hein, qui a participé, mais là également, la répression s'est déchaînée, jusqu'à ce que finalement, la nature, hein, finisse par disposer des Adema, hein, bon, qui, comme vous le savez, a vu son décès annoncé, hein, le 5 février 2005. Mais là également, une fois la nature ayant hors du vide, c'est la même politique mise en place par l'impérialisme français de son temps qui a été déployée pour imposer son fils Faure Esozimna Gnassingbé au pouvoir en utilisant les mêmes pratiques assassines au sein de l'armée qui a été déployée sur l'ensemble du territoire national,
pour imposer Faure Gnassingbé à la faveur du triple coup d'État militaire, constitutionnel et électoral qui a eu entre février et avril de 2005. Alors, vous connaissez le bilan aussi bien que moi, puisque la mission de vérification des faits de l'ONU a annoncé qu'il y a eu de 400 à 500 morts à l'occasion de l'ensemble de ces processus-là, là où la Ligue togolaise des droits de l'homme a parlé de plus de 1000 morts. Et dans la dernière période, j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux des informations indiquant que Doudou Diène, qui était le chef de la mission envoyée par l'ONU, a fait des révélations suivant lesquelles on aurait fait pression sur lui pour qu'il revoie à la baisse le bilan des tueries qu'il y a eu en 2005 et qu'en réalité, sa mission avait pu identifier 3000 morts lors de ces événements, mais qu'on l'a obligé à n'en annoncer que 400 à 500, ce qui fait quand même beaucoup pour un petit pays de 6 millions à 7 millions d'habitants à l'époque. Donc, vous voyez l'ampleur qu'a prise la répression à l'époque. Et une fois installé au pouvoir, c'est la même politique que Faure Gnassingbé va continuer à mettre en application, quand bien même lui-même va à Tapamé proclamer la fin de l'impunité, etc. Mais vous avez pu voir comment depuis les arrestations arbitraires, les tortures en détention, les assassinats à détention vont se poursuivre jusqu'aujourd'hui et singulièrement depuis la manifestation pacifique appelée par le PNP en 2017 pour obtenir le retour à la Constitution de 1992 et qui fera l'objet d'une terrible répression aussi bien à Lomé qu'à Sokodé, où des manifestants ont été tués, appelant l'ensemble des partis de l'opposition à se regrouper dans une gigantesque initiative de protestation à travers des manifestations pacifiques monstres de plusieurs centaines de milliers de citoyens qui ont déferlé dans les rues de Lomé à la surprise du régime et à la surprise des partis de l'opposition eux-mêmes. Tout ceci ayant déstabilisé profondément le régime de Faure Gnassingbé qui a eu peur de perdre le pouvoir à ce moment-là, à un point tel qu'il a appelé à son secours ses pairs des pays de la CEDEAO qui sont arrivés et qui ont su jouer les partis de l'opposition togolaise regroupés dans la coalition C14 à travers ces processus électoraux sans tête ni queue qui ont eu lieu en décembre de 2018, les législatives de 2019 et surtout la présidentielle de 2020. Alors, à la suite de ça, qu'est-ce qui s'est passé ayant eu peur pour la préservation de son pouvoir en 2017, depuis l'époque, Faure a mis en place une politique, disons, de restriction de tous les droits et libertés chèrement conquis au prix du sang, payé par la dette du sang du peuple togolais depuis octobre 90. Et c'est pour ça que vous voyez, depuis cette période-là, intervenir toute une série de lois, de révision qui reviennent sur les conquêtes démocratiques arrachées par le peuple togolais. La dernière en date étant la modification qui est intervenue sur le régime des partis et qui frappe en partie les citoyens togolais de la diaspora. Et malheureusement, la pandémie du coronavirus de Covid 2019 est survenue par là-dessus, avec toute cette politique de confinement, de mesures barrières pour enrayer la propagation de la pandémie. Eh bien, le régime en a profité pour glisser toute une série de mesures liberticides, empêchant la population de s'organiser pour faire prévaloir ses droits. Et c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et qui se poursuit à l'heure où nous sommes présentement. Donc, au total, ce dont il faut se rendre compte, c'est que, pour faire un résumé, une conclusion, c'est que toute la politique mise en place par le régime de la dynastie Eyadema Gnassingbé, depuis 1976 et singulièrement depuis le 13 janvier 1963, puisque en réalité,
même si Herima n'avait pas formellement pris le pouvoir le 13 janvier 1963, c'est lui qui téléguidait toutes les relations politiques telles qu'elles se développaient à l'époque. Lorsque vous prenez toutes les photos, vous visitez les archives, vous voyez qu'à l'époque de l'intronisation de Nicolas Grunitzky comme président de la République, il était là en bonne et due place et il avait, disons, la faveur des caméras, des journalistes qui le mitraient de tous les côtés. Et donc, c'est lui qui ordonnait les choses puisque l'impérialisme français avait vu en lui l'homme dont il pouvait se servir pour exercer, pour défendre ses intérêts dans la situation togolaise. Et à sa disparition, on a parlé d'un pacte qui aurait eu entre Chirac et lui avant sa disparition, que le pouvoir soit retrocédé à sa disparition à son fils Fonia Singbe, ce que les chefs de l'armée togolaise ont exécuté à la perfection avec ce coup d'État militaire qui a été opéré le 5 février de 2005. Et c'est là-dedans que nous sommes jusqu'à présent. C'est-à-dire que cette politique de terreur qui ne peut pas faire refluer cette aspiration du peuple togolais à la liberté ne peut être contenue que par la violence et donc le caractère d'impunité qui couvre tous les crimes politiques qu'il y a eu depuis lors. Alors, ce sur quoi il faut particulièrement insister, c'est que dans toutes ces situations, il y a eu naturellement une complicité de la dite communauté internationale. Lorsque vous prenez tous les rapports et toutes les recommandations faites par toutes les institutions, y compris les comités de droits de l'homme de l'ONU, auprès desquels les associations indépendantes du Togo portent plainte et se pourvoient tout le temps, vous savez que tout le monde est conscient de la situation telle qu'elle se passe au Togo. Mais comment se fait-il qu'on laisse les choses se passer ainsi? Regardez ce qui s'est passé dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Gbagbo n'a pas fait le tiers de ce que Eyadema et son fils ont fait au Togo. Mais lorsque l'impérialisme français a vu qu'il menaçait ses intérêts, qu'est-ce qu'on a monté? On a monté une opération militaire onusienne pour le débarquer du pouvoir. Et donc, si on maintient le clan de Gnassingbé au pouvoir au Togo à travers le père et à travers le fils, c'est bien parce qu'il y a la prévalence des intérêts français à défendre dans la situation togolaise. C'est au compte de ça qu'il faut que ce dispositif ait été mis en place. Donc, il faut comprendre à partir de là que cette impunité qui est garantie à cette dynastie familiale n'a pour autre objet que de défendre les intérêts impérialistes dans notre pays. Et c'est cette grande responsabilité que le peuple togolais a de comprendre ces enjeux-là pour savoir que maintenant, s'il veut tourner les pages sombres de ce régime soixantenaire, eh bien, il doit intégrer tous ces paramètres-là. Et la prochaine fois qu'il va se lever, il faut qu'il se lève une bonne fois pour toutes et que plus jamais ne se fasse de concessions à ce régime qui a complètement détruit le pays aujourd'hui. Je l'ai dit, lorsque vous allez dans les capitales de nos pays voisins, il n'y a aucune commune mesure avec ce qui se passe au Togo et dans sa capitale en particulier. Et donc, nous avons pris suffisamment de retard que ça. Et donc, il faut que nous en venions à la raison en comprenant que maintenant, lorsque nous devons nous lever, et c'est le bilan que nous devons tirer de ces 60 ans de terreur et d'impunité que nous avons traversé jusqu'à maintenant, il faut que nous levions pour y mettre fin de manière définitive. Bon, je vais m'en arrêter là pour l'instant.